Le conflit vietnamien des années 60 et 70 englobait divers aspects du combat moderne. Les forces américaines étaient engagées dans diverses missions risquées pour repousser les insurgés Viet Cong. Cet épisode se concentre sur 3 des tâches les plus dangereuses entreprises par l'armée, la marine et l'armée de l'air américaine. Bienvenue aux guerres mondiales. Imaginez que tout ce que vous possédez tienne dans vos poches. Que vous quittiez votre maison pour ne plus jamais y revenir. Que vous portiez votre uniforme de travail pour ne pas porter l'attention sur vous. Vous avez un long voyage devant vous, mais vous ne pouvez laisser personne autour de vous savoir que vous prévoyez de partir. Vous avez décidé de porter votre paire de chaussettes la plus épaisse dans vos bottes. Dans votre chaussette gauche, vous cachez quelques bandages de secours. Dans votre botte droite, vous glissez la lame d'une petite pelle. Vous avez un peu de mort au rat en vrac dans votre poche de veste, au cas où vous seriez attrapé. Vous réalisez que votre voyage est une mission sans retour. Vous vivrez ou mourrez. Il n'y a pas de retour en arrière. Aujourd'hui est le jour où vous allez essayer de traverser la frontière. Et pas n'importe quelle frontière, mais la frontière la plus lourdement armée du monde. Vous vous trouvez au 38e parallèle de la frontière symbolique entre 2 nations qui sont encore, 70 ans après leur conflit initial, techniquement en guerre. La frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est appelée zone démilitarisée, ou la DMZ. Elle mesure 150 miles de long et environ 2,5 miles de large. Heureusement, votre voyage couvrira la plus courte de ces 2 distances, tant que vous ne vous perdez pas ou n'êtes pas capturé. La zone démilitarisée est la zone de cessez-le-feu le long de la péninsule coréenne qui sépare les 2 nations. Les 2 parties renforcent la frontière avec des clôtures de fils barbelés. Ils sont activement gardés par des troupes et certaines sections de la clôture sont chargées avec suffisamment d'électricité pour vous envoyer physiquement voler. Vous avez passé suffisamment de temps à observer les prairies et les deltas qui s'étendent sur la bande de terre inhabitée. En tant que soldat nord-coréen, vous avez monté la garde et tracé votre chemin pendant des mois. Ces dernières années, on vous a dit à maintes reprises les conséquences de la désertion. En fait, vous avez vu plus d'une personne mourir à peine quelques pas dans la zone de non-droit. Certains ont été abattus par des gardes en quelques secondes. D'autres ont réussi à passer la ligne d'arbre, mais l'écho d'une explosion de mine a rendu leur sort évident. Vous venez d'un milieu similaire à celui de la majorité de vos collègues masculins. Vous venez tous de familles aisées. Une fois la ligne franchie, vous comprendrez que c'était volontaire. Sachant que vous passeriez la journée à regarder la DMZ en direction de la Corée du Sud, le gouvernement recrute des fils de familles aisées qui n'ont aucune raison de vouloir partir. Votre vie est censée être agréable, et aspirer à la liberté au-delà des barbelés ne présente pour vous aucun intérêt, pas inspirant. Mais votre esprit est décidé. Vous voyez des gens mourir de faim tous les jours, des gens être emmenés de chez eux et ne plus jamais donner de nouvelles. Vous allez courir. Votre coéquipier de patrouille a commencé à marcher dans la direction opposée. Un brouillard s'était installé 1 heure auparavant. En vous réveillant pour voir la ville en panne d'électricité, vous saviez qu'aucun courant ne traverserait la clôture normalement mortelle. Il y a une porte de secours à quelques pas qui pourrait vous amener de l'autre côté. Vous déposez votre arme au sol. Vous ouvrez la porte et la fermez silencieusement derrière vous. Puis vous courez. Impossible de savoir où poser le pied. Il pourrait y avoir des mines n'importe où. Vous vous faufilez entre les arbres et vos jambes semblent indépendantes de votre cerveau. C'est instinct de survie jusqu'à ce que vous atteigniez une 2e clôture. Vous repérez une zone où les animaux ont creusé un passage et vous commencez à creuser avec la lame de pelle dans votre main pour créer une ouverture assez large pour passer à travers. Vous vous écorchez le visage sur le fil qui traverse lorsque vous pensez entendre des cris au loin. Au cours des 4 prochaines heures, vous traversez 200 pieds de la rivière Imjin dans des eaux jusqu'à la taille. Vous trébuchez sur une racine d'arbre et vous foulez sérieusement la cheville. Vous vous cachez d'un véhicule de patrouille. Vous découvrirez plus tard qu'il allait vers le tristement célèbre pont de non-retour. Finalement, vous tombez sur une autre clôture. Mais à ce stade, vous n'avez plus d'énergie pour creuser. Vous jetez votre veste pour couvrir le fil barbelé au-dessus de vous, mais au moment où vous rassemblez vos forces pour lancer votre corps de l'autre côté, vous vous coupez les mains et la joue. À présent, vous pouvez uniquement ressentir fatigue et douleur. Vous n'avez plus d'énergie alors que vous voyez des soldats courir vers vous avec leurs fusils pointés. Vous scrutez leur uniforme, déterminant s'il est temps d'utiliser la mort au rat. Le drapeau sur leurs bras vous est étranger. Ils parlent avec un dialecte qui vous est inconnu. Vous levez les mains en signe de reddition et ne pouvez vous empêcher de sourire parce que vous avez réussi. Selon le ministère de l'Unification de la Corée du Sud, plus de 33 000 personnes ont déserté de la Corée du Nord.
Certains voyagent via la mer Jaune ou du Japon. La plupart se rendent d'abord en Chine ou en Asie du Sud-Est, puis tentent d'immigrer, bien qu'ils risquent d'être arrêtés et rapatriés en Corée du Nord s'ils sont attrapés. Bien que traverser la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud soit le chemin le plus direct et immédiat vers la liberté, c'est l'un des voyages les plus dangereux au monde. Peu nombreux sont ceux qui ont réussi et peuvent nous raconter leur histoire. Pourquoi les gens sont-ils prêts à risquer leur vie et leurs membres pour traverser la frontière de la Corée du Nord à la Corée du Sud? Le premier est gouverné par un régime communiste autoritaire, avec des libertés personnelles limitées. Des millions de gens sont touchés par la pauvreté et la famine. La Corée du Sud, en revanche, est une nation hautement modernisée, avec une économie florissante et des droits de l'homme protégés par la Constitution de la République de Corée. À quelques kilomètres de distance, les gens mènent des vies totalement différentes du point de vue de leur nourriture, des valeurs promues, de l'accès aux soins de santé et des droits dont ils jouissent. Les gens pourraient essayer de traverser la frontière pour des raisons économiques, politiques, religieuses, idéologiques, sociales ou culturelles. Comme les différences entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sont si frappantes, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens sont prêts à risquer un voyage virtuel pour avoir une chance d'une vie meilleure. Des gens du monde entier traversent les frontières dans l'espoir d'avoir une vie meilleure pour eux et leurs familles. Historiquement, les gens ont été chassés de chez eux en fuyant les conflits à cause de guerres aux portes de chez eux ou de voisins qui les persécutent en raison de leurs préférences religieuses. Ces gens ont volontairement quitté leur maison, cherchant à faire partie d'une communauté avec des valeurs différentes et plus d'opportunités économiques. Les frontières symbolisent des maisons laissées derrière, des épreuves dans des voyages périlleux et l'espoir d'un nouveau départ. De nos jours, divers facteurs motivent l'immigration mondiale. Les conflits entre nations, les guerres civiles, les facteurs environnementaux et les persécutions individuelles forcent ou encouragent les gens à quitter leur vie et franchir la frontière vers un autre pays. Coïncidence, les pays secoués par des crises qui font de leurs citoyens des réfugiés sont souvent les pays avec les passages frontaliers les plus dangereux. Jetons un coup d'œil à certains des passages frontaliers les plus dangereux du monde. Quand deux pays sont en guerre l'un contre l'autre, il est logique que voyager entre ces deux pays puisse être un chemin semé d'embûches. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont en guerre, sans se reconnaître mutuellement comme nations indépendantes. La zone démilitarisée n'est pas dangereuse. La véritable menace en franchissant la frontière coréenne réside dans les personnes et les armes utilisées dans la zone. Pour d'autres nations en guerre, les frontières sont des sites controversés, car elles servent de barrières pour garder l'ennemi à l'écart. Les frontières permettent aux nations de définir la zone et les individus pour qui et contre qui elles luttent. Historiquement, les conflits militaires avaient tendance à se dérouler sur des champs de bataille et des zones désignées loin des civils. Bien sûr, cela ne signifie pas que les civils et leurs infrastructures seraient épargnés par les combats. Il suffit de regarder les empires mongols ou romains. Ce qui faisait l'objet de combats tendait à être clairement délimité. Mais ceux qui étaient touchés par les combats pouvaient être hors des zones de guerre. En fait, les litiges frontaliers ont été la cause de nombreuses guerres, Et bien qu'une carte du monde il y a juste 300 ans soit totalement méconnaissable pour une personne moderne, les hommes sont prêts à faire la guerre pour défendre l'endroit où les frontières s'ils sont tracées. Les frontières indiquent des communautés sociales, culturelles et nationales contenues. Mais elles indiquent tout aussi efficacement qui doit être exclu. La fine ligne entre l'inclusion et l'exclusion crée des tensions qui parfois dégénèrent en guerre totale. D'une certaine façon, la situation d'aujourd'hui est similaire à celle d'il y a des centaines d'années. Les conflits militarisés entre deux nations ou groupes idéologiques peuvent rendre le franchissement des frontières très difficile. Le 7 octobre 2023, franchir la frontière entre Israël et la Palestine est devenu plus mortel que jamais auparavant. Connue sous le nom de ligne verte, la frontière entre Israël et la Palestine est en mouvement depuis des siècles. La terre entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée détient un pouvoir sacré dans les religions juives, musulmanes et chrétiennes. Les nations qui se sont formées autour de certains des groupes religieux se disputent le droit à la terre. La déclaration Balfour en 1917 a soutenu la création d'un État juif dans la région connue sous le nom de Palestine. Cela a contribué à établir la nation actuelle d'Israël. Pendant l'Holocauste, la population juive en Palestine a triplé, passant de 10% de la population totale à 30%, alors que les Juifs fuyaient un génocide mené par Hitler et les nazis, et la population juive de la région a augmenté. Certains Palestiniens natifs craignent un déplacement. La Grande-Bretagne avait reçu de la Société des Nations l'autorité administrative sur la région, ce qui lui donnait le pouvoir de décider quel peuple pouvait vivre où.
Cependant, le mandat britannique sur la Palestine devait expirer vers 1947 et les Nations Unies récemment formées ont proposé la création d'un État juif séparé au sein de la Palestine, bien que la nouvelle nation aurait pris plus de la moitié des terres de la Palestine. Un conflit a inévitablement éclaté entre les sionistes qui étaient en faveur d'un État juif et les Palestiniens qui cherchaient à conserver leurs terres. La première guerre arabo-israélienne a éclaté après que Israël a déclaré son indépendance en 1948. Au cours des 75 dernières années, le conflit a ravagé la région. Bien que l'emplacement exact des frontières ait été ignoré, ou même rejeté par certaines parties, la division entre Israël et la bande de Gaza est incroyablement dangereuse. La bande de Gaza est une région bordant Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. Avec seulement 40 km de long et un peu plus de 9 de large, Gaza est géographiquement petite et avec une population de plus de 2,2 millions, les gens y sont entassés. Compte tenu des tensions entre certains Palestiniens et Israéliens, les deux zones ont historiquement eu des gardes fortement armés surveillant la frontière. De plus, des mines terrestres ont été parsemées le long de la frontière et ne sont pas clairement marquées ou désarmées, rendant possible qu'une promenade puisse devenir une marche mortelle. Lorsque le Hamas, un groupe militant islamique qui gouverne la bande de Gaza, a lancé une attaque surprise sur les civils en Israël, le conflit s'est intensifié. Et quand des milliers de personnes en Israël ont été torturées, violées, brûlées, assassinées et prises en otage, la nation d'Israël a déclaré la guerre au Hamas. Depuis, les forces de défense israéliennes ont riposté avec une offensive terrestre et des frappes aériennes qui auraient tué des milliers de civils et de militants du Hamas. Alors que la guerre fait rage, la frontière entre Israël et la bande de Gaza est devenue plus dangereuse que jamais auparavant. Une grande partie du conflit est enracinée dans des désaccords sur les limites d'Israël et celles de la Palestine et sur le droit des peuples sur ces terres. À une époque où votre affiliation nationale fait de vous un ennemi pour un autre, voyager près de la frontière pourrait être fatal. Selon les conventions de Genève, d'innombrables crimes de guerre ont été commis au cours du conflit jusqu'à présent, prenant des enfants en otage, utilisant des civils comme boucliers humains et massacrant sans discernement des non-militants. Franchir le seuil entre Israël et Gaza est une recette pour affronter un individu armé d'un côté ou de l'autre. Si vous n'avez pas encore été tué par une frappe aérienne, par une balle perdue ou pris en otage. La frontière sud d'Israël avec l'Égypte est aussi extrêmement dangereuse à naviguer. Même avant la guerre entre Israël et le Hamas, les forces de défense israéliennes surveillaient traditionnellement cette zone, dans le but de stopper le trafic de drogues à la frontière. Malgré la présence militaire accrue, des combats éclatent souvent en raison de l'activité terroriste autour de la frontière sud avec l'Égypte. Alors que l'Israel Defense Forces a redirigé de nombreuses troupes pour l'offensive à l'intérieur des frontières de Gaza, il pourrait y avoir moins de surveillance que jamais auparavant dans la péninsule du Sinaï. Lorsque vous traversez la frontière entre deux nations en guerre, l'accueil de l'autre côté pourrait être hostile. Même si vous fuyez pour votre sécurité, vous pourriez être soupçonné d'infiltration dans le pays où vous entrez. Il semble facile de traverser les frontières sur une carte, mais n'en est pas de même dans la réalité. Dirigeons-nous maintenant un peu plus au nord, vers une autre section du monde ravagée par la guerre, la Russie et l'Ukraine. Comme la situation en Israël, le conflit ici en Europe centrale est lié à des différences culturelles, religieuses et politiques. Tout cela a conduit à une invasion d'un pays par un autre sous le prétexte d'une opération militaire spéciale. Lorsque le conflit a commencé en février 2022, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a déclaré « Ce qui se passe aujourd'hui ne découle pas d'un désir de porter atteinte aux intérêts de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Cela est lié à la protection de la Russie elle-même contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage et essaient de l'utiliser contre notre pays et son peuple. » Revenons en arrière. La région du monde aujourd'hui connue sous le nom d'Ukraine a historiquement été habitée par le peuple de la Russe de Kiev, avec des liens à la fois scandinaves et russes. À certains moments, elle faisait partie de la Pologne, à d'autres moments, de la Lituanie. Pendant un certain temps, elle faisait partie de l'Empire austro-hongrois. En 1922, elle a été incorporée à la République socialiste soviétique ukrainienne, l'URSS. À ce stade, les liens de l'Ukraine avec la Russie se sont renforcés. Cependant, la relation n'a pas toujours été positive. Sous Staline, des millions de gens sont morts de famine et plus d'1 million de juifs ukrainiens ont été persécutés et tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Même sous l'égide de l'Union des républiques socialistes soviétiques, les Ukrainiens ont conservé un sentiment d'identité culturelle indépendante de la Russie.
En 1954, pour commémorer le 300e anniversaire de l'adhésion de l'Ukraine à l'Empire russe, Nikita Khrouchtchev, leader des Soviétiques, a offert la péninsule de Crimée à l'Ukraine. 36 ans plus tard, en 1991, l'Ukraine a déclaré son indépendance de la Russie. C'était un mouvement audacieux, permettant à l'Ukraine, dont la population est environ un tiers de celle de la Russie, de s'occuper des problèmes de leur nation, plutôt que de faire partie d'une grande fédération. Cependant, en 2014, la Russie a annexé la Crimée, suscitant des tensions dans la région. Les forces pro-russes ont pris le contrôle de l'Assemblée autonome de Crimée et ont organisé un référendum sur le retour à la Russie. Selon la Russie, une majorité écrasante a voté le retour. 8 ans plus tard, Poutine lance une guerre contre l'Ukraine, bien qu'il ne l'appelle pas ainsi. Entre les tirs d'artillerie, les frappes aériennes, les attaques de chars et les mines terrestres, les gens meurent des deux côtés de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Au moins 10 000 civils ont été tués en Ukraine, selon l'Organisation des Nations Unies. En mai 2023, près de 5,1 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et 6,2 millions de réfugiés ont été recensés à l'échelle mondiale. Au cours des 18 premiers mois du conflit, on estime que 500 000 soldats sont morts ou ont été blessés. Des réservistes et des militaires en service actif des deux côtés se sont battus le long de la frontière. Alors que beaucoup de ceux qui s'opposaient idéologiquement à la guerre de la Russie en Ukraine ont essayé d'exprimer leur désaccord ou tenté de fuir pour éviter de participer, les médias contrôlés par l'État et le régime autoritaire en Russie ont étouffé cela. La Russie a recruté des dizaines de milliers d'hommes pour rejoindre l'armée. Récemment, ils ont modifié les lois stipulant que les hommes âgés de 18 à 30 ans, plutôt que 27, pouvaient en être appelés au service militaire. Ils ont également modifié les lois pour que les convocations à la conscription puissent être délivrées en ligne, plutôt qu'en personne. Il est illégal pour un homme de quitter le pays le jour où une convocation à la conscription lui est délivrée. La Russie a des frontières avec 14 pays, ce qui rend difficile pour le gouvernement de surveiller chaque route ou sentier hors du pays. Mais la frontière avec l'Ukraine est de loin la plus dangereuse à tenter de franchir. En l'état actuel, la frontière entre l'Ukraine et la Russie est un couloir à sens unique. Selon les gardes-frontières de l'État ukrainien, tous les points de contrôle à la frontière avec la Russie sont fermés. Cependant, le point de contrôle Kolotolovka-Pokrovka, dans la zone frontalière de l'oblast de Belgorod en Russie et de l'oblast de Sumy en Ukraine, permet aux ressortissants ukrainiens de passer à travers des zones occupées par les Russes. Mais les Russes ont fermé tout le trafic en direction de leur pays, donc seul un nombre limité de véhicules lents et de piétons peuvent à neuf passer tant qu'ils se déplacent de la Russie vers l'Ukraine. Les options sont extrêmement limitées pour les personnes cherchant à fuir de la Russie vers l'Ukraine. Pour éviter de se retrouver dans la ligne de mire des combats sur le terrain, les gens préfèrent prendre un itinéraire à travers la Géorgie, puis la mer Noire. L'option la plus rapide et la plus directe est d'essayer le corridor humanitaire de Kalatuluk-Pokrovka. Situé entre la région de Belgorod en Russie et la région de Sumy en Ukraine, on estime que plus de 100 personnes le traversent quotidiennement, même si le voyage en lui-même est psychologiquement éprouvant. Au poste de contrôle russe, les personnes sont fouillées par les gardes frontières russes et soumises à un soi-disant test de filtration. Les gardes de sécurité consultent leur téléphone, conservent des copies de leurs empreintes et effectuent même des fouilles à nu. Si quelqu'un réussit à passer, il doit traverser le sinistre chemin du No Man's Land. Aucun véhicule ne pouvant passer par, les gens portent leurs biens. Les gens doivent aider les enfants et soutenir les personnes âgées à se déplacer sur le gravier. Pendant ce temps, les tirs d'artillerie persistent au hasard. Si vous parvenez de l'autre côté, vous êtes pris en charge par un bus d'évacuation qui vous emmène à un autre centre de traitement. À présent, les soldats ukrainiens vérifient vos motivations et vos pièces d'identité. Des milliers de personnes empruntent cet itinéraire sans passeport ni documents nationaux, rendant les processus d'autant plus difficiles. Alors que les conflits au Moyen-Orient et en Europe de l'Est concentrent une grande partie de la violence sur une frontière géographique relativement petite, les guerres internationales dans d'autres parties du monde voient la violence s'étendre sur des étendues bien plus grandes. Prenez par exemple la région du Sahel en Afrique, qui s'étend du Sénégal au nord-ouest jusqu'au Soudan. Le Sahel est une sorte de zone de transition entre le désert sec du Sahara et les savanes plus humides au sud. Une zone traditionnellement sèche, les rivières Niger et Sénégal traversent la région, permettant ainsi l'irrigation des pâturages. L'accroissement de la population dans la région ces 100 dernières années a intensifié l'érosion du sol. La fertilité de la terre a été sollicitée comme jamais auparavant pour nourrir les populations croissantes et créer des infrastructures pour loger la population.
des sécheresses sévères ont provoqué de longues famines dans la région. La région subsaharienne de l'Afrique a l'un des taux de croissance de la population les plus élevés au monde. Selon l'Organisation des Nations Unies, en 2017, les 6 pays constituant le Sahel avaient une population approximative d'environ 90 millions de personnes. Le nombre devrait atteindre 240 millions en 2050. On estime également que 80% de la population de la région vit avec moins de 2 dollars par jour, ce qui en fait l'une des zones les plus pauvres du monde. Au-delà des pressions exercées par des conditions climatiques parfois inhospitalières et une population en rapide croissance, la région est rendue nettement plus dangereuse par les extrémistes violents, le terrorisme et les coups d'État gouvernementaux. Tout commence en 1960 avec l'indépendance du Mali de la France, alors que le nouveau gouvernement national visait à unifier légalement, politiquement et culturellement la nation sous une nationalité commune. Il est devenu évident que certaines communautés pastorales d'Arabes et de Tariks n'étaient pas en accord avec ces idées. La plupart des avantages promis par le gouvernement ne profitaient pas à une majorité de la population. Les différences de classe sociale et économique entre le Nord et le Sud ont amplifié l'antagonisme dans la région, car beaucoup voyaient de l'idée d'un gouvernement national comme une tentative d'imposer un agenda élitiste au peuple pasteur. En 1963, 1991, 2006 et 2012, ces groupes se sont soulevés contre le gouvernement malien. Toutes ces insurrections se sont terminées par des accords de paix signés à Serre, mais la tension a continué de couver entre les différents groupes ethniques, principalement divisés entre les moitiés nord et sud du Mali. Un coup d'État militaire a eu lieu au Mali en 2012 à la suite d'une insurrection. Les jeunes officiers militaires étaient mécontents de la gestion par le gouvernement démocratique de l'insurrection des Touaregs. Des groupes extrémistes violents ont profité de l'occasion pour prendre le pouvoir dans certaines régions, et les forces armées maliennes ont depuis du mal à maintenir le contrôle de la zone. Pendant environ 20 ans, avant 2012, le Mali a été un pays démocratique, mais après le coup d'État, les élections ont connu une participation plus faible que jamais auparavant. La confiance dans les institutions gouvernementales s'est érodée. Les élections sont souvent retardées, des politiciens enlevés par des groupes extrémistes, et les gens sont violemment incités à ne pas voter. Le banditisme est répandu. Rien qu'en 2021, 2600 décès de civils ont été causés par des bandits. Ce nombre vient grossir les milliers de personnes qui meurent chaque année dans des conflits armés, non seulement au Mali, mais aussi au Burkina Faso, au Tchad, au Cameroun, au Niger et au Nigeria. En raison de l'étendue géographique de ces nations et des difficultés que leurs gouvernements ont à maintenir la paix, de nombreuses étendues de terre sont considérées comme non gouvernées. Ces zones sans loi représentent des cachettes de choix pour les bandits et les groupes terroristes comme Boko Haram. Au Nigeria, les forêts de Sambisa, Falgore et Adja sont devenues des points chauds pour les insurgés et les bandits pour lancer des attaques, échanger des armes et garder des otages. Le parc W, qui s'étend sur le Niger, le Burkina Faso et le Bénin, est considéré comme une base pour les djihadistes et les militants sahéliens. La combinaison de la violence armée des extrémistes, de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté généralisée a conduit l'Organisation mondiale de la santé à classer le Sahel comme l'une des crises avec la croissance la plus rapide dans le monde. Comme une grande partie du conflit dans la région concerne les communautés transfrontalières, le passage d'une nation à une autre augmente la probabilité que vous puissiez rencontrer un groupe terroriste ou des bandits. En raison des centres peu peuplés dans chacun des pays de la région du Sahel, il est difficile de maintenir la sécurité des frontières. Les frontières de quelque peu poreuses entre les nations peuvent être contrôlées par les forces de sécurité d'une nation, ou elles peuvent être surveillées par des militants insurgés. Le risque d'enlèvement, de vol et d'attaques terroristes est élevé dans toute la région, en particulier pour les ressortissants étrangers. Les troubles dans la région du Sahel montrent que les frontières entre les nations peuvent être dangereuses en elles-mêmes, mais les tensions qui se déroulent au sein d'une nation rendent ce risque plus important en cas de fuite. Examinons maintenant certaines des frontières dangereuses en raison des guerres civiles qui se déroulent à l'intérieur des frontières d'une nation. À l'extrémité sud de la péninsule arabique, le pays du Yémen est en pleine guerre civile. Au cours des 8 dernières années, plus de 5 millions de personnes ont été déplacées de leur foyer. Dans le même laps de temps, son économie a rétréci de 50% et plus de 80% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Tout a commencé lorsque le président autoritaire du Yémen, Ali Abdullah Saleh, a été renversé lors d'un soulèvement. Le pouvoir est passé à son adjoint, Abdurrahman Mansour Hadi. Au cours des 4 années suivantes, les Houthis, une organisation politique et militaire islamiste chiite, ont pris le contrôle de certaines parties du Yémen et ont finalement renversé le président Hadi. Une coalition saoudienne avec des partisans de l'ancien président Saleh a tenté de combattre les Houthis.
Les deux parties ont lancé des frappes aériennes, dévastant l'infrastructure partout au Yémen. Alors que le conflit et l'insurrection sont partout au Yémen, la menace d'enlèvement et de terrorisme est élevée pour les personnes traversant la nation. Malheureusement, le Yémen et la Corne de l'Afrique constituent l'une des routes de migration les plus fréquentées et les plus risquées au monde. Les déplacements à travers le Yémen se font dans les deux sens, d'est en ouest. Les personnes fuyant le conflit dans la région du Sahel pourraient essayer de fuir, et les Yéménites pourraient essayer de quitter le Yémen. Généralement, les individus collaborent avec des passeurs pour les guider sur les parcours migratoires extrêmement risqués. Le détroit de Bab al-Mandab, entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, voit des personnes fuir l'Éthiopie pour l'Arabie saoudite. En anglais, Bab al-Mandab se traduit par porte des larmes. De nombreuses personnes doivent attendre une météo clémente pour tenter le voyage par voie d'eau, les laissant souvent bloqués, sans nourriture ni abri. Le détroit est connu pour ses eaux agitées, et les migrants ne traversent souvent pas sur de grands ferries. Ils ont plutôt tendance à surcharger des navires modestes, souvent vétustes et dangereux. Les navires surchargés coulent parfois, ou une panne de moteur crée une détresse. Leurs options se limitent à attendre ou de tenter leur chance dans les eaux, mais seulement quelques-uns savent de nager. Outre les dangers du voyage par eau, certains meurent de soif, de faim, de chaleur extrême et de fatigue avant même de tenter de traverser la frontière. Certains fuient la violence armée, tandis que d'autres espèrent un meilleur avenir économique en traversant. Une crise dans une nation proche du Yémen provoque certaines vagues de migration dans la Corne de l'Afrique. Le Soudan, l'une des nations de la région du Sahel, traverse une crise interne extrême. Jusqu'en 2011, le Soudan et le Soudan du Sud constituaient la plus grande nation d'Afrique. Malgré des décennies de conflits armés, la séparation du Soudan et du Soudan du Sud a connu un changement principalement pacifique. Cependant, l'autodétermination a contribué à mettre fin aux insécurités économiques dans les deux nations, rendant la traversée de sa frontière avec le Tchad incroyablement dangereuse. Depuis l'éclatement de la guerre, début 2023, plus de 540 000 réfugiés ont traversé du Soudan vers le Tchad. Les forces armées soudanaises et un puissant groupe paramilitaire connu sous le nom de Forces de soutien rapide ont commencé à se battre dans la capitale du Soudan, Khartoum. Depuis le début de la guerre, les civils ont été pris dans les feux croisés. De nombreux villages ont brûlé. Coupures sporadiques d'Internet et d'électricité. L'aéroport international de Khartoum est fermé, ce qui signifie que les voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays doivent se faire en voiture ou à pied. Les combats ont perturbé les pratiques agricoles dans la région, entraînant une aggravation des niveaux d'insécurité alimentaire et de famine. La violence ethnique et les massacres de masse contre les Massalis dans l'ouest du Darfour ont déclenché une crise des réfugiés. En raison de la crise dans la région du Darfour au Soudan, le commerce entre le Tchad et le Soudan est actuellement suspendu, limitant les ressources des deux nations. Bien que la frontière avec le Tchad soit officiellement fermée, le besoin urgent pour les civils de sortir des zones de combat a conduit à l'utilisation de 27 points de contrôle frontaliers entre le Soudan et le Tchad à Aoudaï, Sila et Wadi Fira. Cependant, à ces points, l'afflux soudain de personnes ayant besoin de services essentiels a créé une énorme tension. L'accès à l'eau, à l'abri et aux services de santé est limité. La plupart des personnes qui fuient vers le Tchad arrivent à la frontière dans une situation désespérée, laissant souvent derrière elles des proches assassinés, des maisons dévastées et des enfants kidnappés. La plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants qui arrivent après de longs voyages périlleux à travers des tempêtes de sable et d'une chaleur extrême. Entre mai et octobre, la saison des pluies au Tchad menace de faire monter le niveau des cours d'eau et d'emporter certaines routes. Cela ne fait qu'exacerber le défi de fournir aux réfugiés des ressources essentielles et rend incroyablement difficile pour les civils de franchir la frontière elle-même. La région autour de la frontière est une zone incroyablement violente, en partie la région d'Abyei riche en pétrole. Revendiquée par le Soudan et le Soudan du Sud, la zone perturbée est devenue un foyer de violence. Pour les personnes fuyant la violence au Soudan, la prévalence de la violence dans tout le pays rend le voyage vers l'ouest vers le Tchad dangereux, en raison de la menace d'être battu, volé, kidnappé ou tué par des forces violentes. La situation à la frontière entre le Tchad et le Soudan est rendue difficile par le voyage jusqu'à la frontière, et la situation d'extrême pauvreté qui attend les gens. La situation à la frontière entre le Soudan et le Tchad est quelque peu similaire à celle de la Turquie et de la Syrie, car les deux nations du Moyen-Orient sont confrontées à leur propre crise, qui rendant la traversée de leurs frontières particulièrement éprouvante. En 2011, la Syrie a connu un soulèvement contre son président Bachar al-Assad.
Les premières manifestations du printemps arabe en Syrie ont été causées lorsque quelques adolescents ont été arrêtés et torturés pour avoir tagué des graffitis anti-régime dans la ville de Daraa. Les gens ont manifesté pour leur libération, transformant finalement leur manifestation en une opposition au régime. Peu de temps après, Assad a répondu avec la force militaire contre son propre peuple. Une insurrection à grande échelle s'est transformée en une véritable guerre civile. Des brigades rebelles ont pris le contrôle de villes, où des groupes comme le Hezbollah et des militants venus d'Iran ont finalement aidé à maintenir le régime d'Assad à travers les combats. L'armée russe est également intervenue pour soutenir Assad, même lorsque des groupes rebelles comme l'ISIS ont pris le pouvoir dans d'autres parties de la Syrie. En octobre 2023, le régime d'Assad contrôle environ 70% du territoire syrien, bien que les combats se poursuivent dans toute la région. Voilà pour la vue d'ensemble de ce qui se passe politiquement dans la région. Mais pour les Syriens, les 10 années de combat ont eu un coup stupéfiant. Le nombre de morts estimé est de 400 000 personnes, mais il pourrait en réalité être beaucoup plus élevé. Et à divers moments du conflit, plus de la moitié de la population du pays a été déplacée. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime que 5-6 millions de personnes ont fui la Syrie depuis le début des combats. Les gens ont été mis dans des situations désespérées, nécessitant de fuir immédiatement. Cette situation a mis une pression significative sur les pays voisins, comme la Turquie. La Turquie et la Syrie ont rompu leurs relations diplomatiques après la réponse d'Assad au soulèvement de 2011, mais en tout, la Turquie a accueilli environ 3,5 millions de réfugiés syriens, accueillant plus de réfugiés syriens que toute autre nation. En 2016, la Turquie a signé un accord avec l'Union européenne pour limiter la migration de la Syrie vers l'Union européenne, car les charges financières sur les nations de toute l'Europe, en raison de la crise en Syrie, ont été importantes. Le long de certaines parties de la frontière entre les deux nations, un mur de béton sépare maintenant les deux pays, rendant physiquement difficile de passer de l'un à l'autre. Ces dernières années, la Syrie a dû faire face à une crise du carburant, à des épidémies de choléra et à une insécurité alimentaire croissante, ce qui maintient un flux constant de migrants cherchant une vie meilleure de l'autre côté de la frontière. Pour rajouter à ce destin terrible, une série de tremblements de terre en 2023 a secoué la région. Le nombre total de morts, en Turquie et en Syrie, dépasse 47 000 personnes. En Turquie, 164 000 bâtiments ont été détruits ou irréparablement endommagés. Ces séismes ont aussi endommagé l'infrastructure de migration ainsi que les postes frontaliers. Pour les personnes déjà touchées par des pénuries de nourriture et la violence, les ravages des tremblements de terre ont poussé encore plus de personnes à devoir migrer. Alors que la Turquie devait faire face à sa propre crise, le nouvel afflux de réfugiés syriens à sa frontière a créé un nouveau type d'animosité entre les deux nations. Les frontières d'eau terrestre turques sont défendues par des unités armées ou des forces armées go-turques. Selon Human Rights Watch, certains gardes-frontières turcs ont tiré de manière injustifiée sur des civils syriens à la frontière avec la Syrie, ainsi que torturé et utilisé une force excessive contre les demandeurs d'asile. De nombreux Syriens sont refoulés à la frontière, contraints de reprendre le long voyage qu'ils ont entrepris dans l'espoir de migrer. Des incidents où des gardes-frontières confisquent des téléphones, maltraitent et tuent même des adultes et des enfants ont été signalés. Même lorsque les gens sont logés dans des camps de réfugiés, des soldats leur auraient tiré dessus. Le climat le long de la frontière peut rendre leur traversée difficile. En Syrie, par exemple, les tempêtes hivernales apportent du froid et des températures glaciales au camp. Des personnes souffrant de problèmes de santé préexistants et de jeunes enfants sont morts dans le froid extrême. La géographie rude de la chaîne de montagnes Al-Ansariya en Syrie rend le voyage pour traverser la frontière d'autant plus difficile. Mais dans certains endroits, la géographie politique est la raison pour laquelle traverser la frontière est dangereux. La ligne Durand sépare l'Afghanistan et le Pakistan, touchant 3 provinces au Pakistan et 12 en Afghanistan. La frontière fait l'objet d'une intense surveillance, en partie parce qu'elle a été tracée sans tenir compte des peuples Punjabi et Pashtun qui vivent dans la région. La ligne suit le cours des rivières et les divisions géographiques, ce qui signifie que certaines communautés afghanes de Pashtun ont été incorporées au Pakistan contre leur volonté. La région est devenue un point chaud pour les activités terroristes, y compris les kamikazes, les combats de rue et les frappes aériennes. Le gouvernement pakistanais est présent le long de la frontière et se livre souvent à des conflits armés avec les forces talibanes du Nord. La ligne Durand s'étend sur 2600 km à travers la chaîne de montagnes du Karakoram et le Spingar, y compris le col de Kiber. Le col de Kiber est l'un des endroits les plus dangereux du monde, bien qu'il ait autrefois été une halte très fréquentée sur la route de la soie.
Les contrebandiers et les communautés en guerre l'ont rendu incroyablement dangereux à traverser. La montagne elle-même a des sections abruptes et des routes étroites qui rendent la traversée difficile, surtout si vous essayez de ne pas être vu. Une autre frontière qui serait difficile à traverser sans être vue, ou sans une énorme équipe, serait celle de l'Antarctique. Bien que des dizaines de milliers de personnes visitent l'Antarctique chaque année, il n'est pas facile d'atteindre les endroits les plus reculés du monde. C'est le seul continent sans habitations humaines permanentes, juste des établissements temporaires pour les chercheurs. Techniquement, un visa n'est pas nécessaire pour l'Antarctique, mais un permis ou une organisation de voyage autorisée est requis. Le plus grand obstacle technique pour se rendre en Antarctique est le coût. Le coût moyen d'un voyage se situe entre 5 000 et 10 000 $. La traversée du passage de Drake prend 48 heures en bateau et 2 en avion. L'écart d'environ 600 miles entre le Cap Horn et les îles Shetland du Sud est connu pour ses conditions extrêmement froides et parfois ses mers agitées. Les courants de glace et les grosses houles ont historiquement rendu la navigation maritime difficile pour les aventuriers. Mais avec les progrès modernes des navires de croisière, le voyage n'est souvent pas trop mauvais tant que vous pouvez supporter le coût financier élevé. Une autre frontière avec des tarifs élevés, qui est sans doute la frontière la plus dangereuse du monde, est la Darien Gap. Entre la Colombie et le Panama, une dense forêt tropicale s'étendant sur 60 miles constitue la partie la plus périlleuse de l'une des routes migratoires les plus risquées du monde. C'est le seul chemin terrestre reliant l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Pour les personnes migrant vers le nord dans l'espoir d'atteindre les États-Unis, cette redoutable étendue de marécages et de jungles sans loi est le seul moyen d'arriver à leur destination. Le Darien Gap est la seule interruption de la route panaméricaine. La majorité des personnes cherchant à traverser le Darien Gap viennent du Venezuela, où les gens fuient une crise économique si grave que la personne moyenne ne peut même pas se permettre d'acheter le strict nécessaire. Les migrants incitent aussi beaucoup de gens à chercher une vie meilleure. D'autres migrants originaires d'Haïti et d'Équateur fuient l'instabilité politique et les crises violentes. En 2023, on estime que plus de 20% des migrants traversant le Darien Gap étaient pour des enfants. Certains voyagent avec leur famille, un tuteur non parental ou même seuls. Pour traverser réellement le Darien Gap, les migrants doivent prendre un ferry à travers le golfe du Rabat, de Nekokli à Akandi ou Kapurgana. De là, ils peuvent payer des guides locaux et des passeurs qui déterminent la longueur et la sécurité de l'itinéraire qu'ils prennent. Les meilleurs tarifs, mais aussi les plus longs, coûtent quelques centaines de dollars, tandis que les itinéraires plus sûrs, qui ne prennent que quelques jours, peuvent en coûter jusqu'à 2000 $. Un des principaux itinéraires terrestres va d'Akandi à Bajo Chiquito jusqu'à Layas Blancas. Un autre itinéraire s'étend de Kapurgana à Canaan Membrillo jusqu'à San Vicente. La région manque d'électricité, d'abris et de réseaux téléphoniques. Il faut absolument arriver de l'autre côté une fois que le voyage commence et voyage, coûte que coûte. Les gens manquent généralement d'eau au bout d'un jour ou deux. Le poids qu'ils portent en les ralentit et la chaleur les déshydrate rapidement. Lorsqu'ils se résignent à boire de l'eau des ruisseaux et des rivières, ils peuvent tomber malades et être dans l'incapacité d'aller jusqu'au bout de leur voyage. Certaines personnes se cassent des os et se blessent en naviguant dans le dense réseau de racines et les pentes rocheuses et abruptes. Certains sont emportés en tentant de traverser des rivières à courant rapide. Entre janvier 2012 et avril 2023, les autorités panaméennes ont signalé avoir trouvé 124 corps dans le Gap. Il est si probable que beaucoup d'autres n'ont pas été découverts. L'activité criminelle dans la région entraîne de nombreux vols et attaques surprises. Dans les zones peu ou pas gouvernées et non surveillées, de nombreux cas de viol et d'agressions sexuelles initiés par des criminels travaillant dans le Gap sont rapportés. Malgré les risques, de nombreuses personnes traversent. En 2022, on estime que 250 000 personnes ont traversé le Gap de Darien. Entre janvier et août 2023, plus de 500 000 personnes ont fait le voyage. À l'autre bout de la traversée du Gap de Darien, les migrants doivent poursuivre leur dangereux voyage jusqu'à leur destination finale, où qu'elle soit. Beaucoup cherchent les isles asile, mais les politiques d'immigration peuvent interdire leur entrée légale à leur destination. À partir de là, les migrants doivent prendre des décisions sur l'endroit où rester entre-temps, que ce soit pour attendre de longs processus d'immigration, risquer de rentrer chez eux, ou essayer d'entrer dans un pays par d'autres moyens. Souvent, les pressions poussant les gens à franchir des frontières dangereuses ne disparaissent pas après qu'ils ont franchi une frontière. Même pour ceux qui obtiennent le statut d'asile, l'entrée dans un nouveau pays signifie recommencer à zéro, souvent dans une nouvelle langue, dans une nouvelle culture et une nouvelle carrière.
Il est rare que les personnes traversant des frontières périlleuses puissent emporter leurs économies et investissements. La violence et la guerre forcent les gens à quitter leur maison, mais les gens fuient souvent aussi à cause de la persécution. Que ce soit à cause de leur ethnie, de leur orientation sexuelle ou de leur genre, les gens quittent leur maison à la recherche d'un foyer où ils ont la liberté de vivre sans être discriminés. Actuellement, des massacres ethniques ont lieu partout dans le monde. En Éthiopie, les Tigréens ont été chassés de leur maison et tués en grand nombre. En Chine, les musulmans ouïghours et turcs sont emprisonnés, stérilisés contre leur volonté et rééduqués en raison de leurs croyances religieuses. Au Myanmar, les Rohingyas sont privés de citoyenneté et soumis à un prétendu génocide par l'armée. Au Qatar, les actes d'homosexualité ont été punis par la peine de mort. En fait, plus de 70 pays à travers le monde poursuivent les actes d'homosexualité en tant que crime. Au-delà de la discrimination envers les personnes en raison de leur identité, les pays du monde entier refusent aux femmes des droits égaux. Dans certains lieux, l'accès des femmes à des parcs, salles de sport et écoles est interdit. La violence envers les femmes augmente par rapport à celle envers les hommes. Même en regardant simplement les frontières dangereuses dans le monde, les cas de viol, d'agression sexuelle et de décès liés à l'accouchement rendent la traversée des frontières beaucoup plus dangereuse pour les femmes. Si nous prenons du recul pour examiner pourquoi il existe tant de frontières dangereuses dans le monde, il y a généralement 3 raisons pour lesquelles les gens se blessent en essayant de traverser. 1. Vous vous blessez en essayant de franchir physiquement la frontière. 2. Vous êtes torturé ou tué par des militants. 3. Vous êtes considéré comme un étranger et par conséquent une menace pour la sécurité nationale. Si nous repensons à l'histoire du soldat qui franchit la frontière en Corée du Nord, il est probable que l'individu fuyait avec des paquets de secrets de sécurité nationale. En fait, nous n'avons aucune idée de ce qu'ils espéraient en essayant de franchir la frontière. Si un autre soldat l'avait vu essayer de traverser, il n'aurait pas posé trop de questions avant de tirer. La violence est automatique à ces frontières, sans penser aux raisons pour lesquelles les individus risquent leur vie en tentant franchir les frontières. Ce n'est pas vrai pour toutes les frontières. Les frontières sécurisées avec des processus d'immigration approfondis peuvent prendre le temps de poser les questions de leur migration, mais certaines nations pourraient ne pas avoir l'infrastructure ou les systèmes de soutien en place pour accueillir plus de monde. Les questions de surpopulation, d'immigration, de services sociaux et d'obligations envers les réfugiés sont des problèmes qui pèsent sur les nations du monde entier. Il n'y a pas de solution évidente aux crises migratoires que beaucoup de nations affrontent. Tout comme il n'y a pas de solution claire aux crises que nous venons de décrire qui sont liées aux frontières les plus dangereuses du monde. Des montagnes du Pakistan aux jungles du Panama, on peut trouver des frontières dangereuses partout dans le monde. Leur présence reflète les nombreux conflits et situations dévastatrices qui rendent la vie difficile pour les personnes qui essaient simplement de vivre leur vie. Bien que franchir une frontière puisse sembler être un exploit majeur et donner l'espoir d'un avenir meilleur, les frontières elles-mêmes sont souvent aussi dangereuses que les situations que les gens fuient. Regardez maintenant pourquoi ces pays sont les plus dangereux du monde. Ou quel est l'endroit le plus sûr sur Terre ?